On va plus loin avec François Durper, historien qui sera avec nous dans un instant. Et vous, Gauthier Rybinski, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron l'a donc annoncé, la France se retire du Mali avec ses alliés européens. Écoutez. La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Voilà qui sonne le glas de plus de 9 années d'engagement, plus que toute autre intervention militaire française depuis la guerre d'Algérie. Écoutez comment Emmanuel Macron justifie sa décision. La France est intervenue au Mali, premièrement pour lutter contre le terrorisme, deuxièmement à la demande d'un État souverain et des États de la région. C'est cette deuxième condition qui change aujourd'hui. Et la victoire face au terrorisme, elle n'est pas possible si elle n'est pas portée par l'État lui-même. Et pourquoi nous décidons aujourd'hui de partir? Parce que la junte qui est en responsabilité au Mali n'en fait plus sa priorité. La junte n'en fait plus sa priorité. François Durper, alors quelle est la vraie raison de ce départ? La dérive autoritaire du Mali ou bien le mépris supposé des nouvelles autorités maliennes pour la lutte anti-djihadiste? En gros, la morale ou l'efficacité? Et vous mettez de côté l'élection française, le fait de ne pas avoir une image catastrophique. Cette guerre, c'est la nature de guerre qui ne sont pas perdues militairement, mais qui ne peuvent pas être gagnées politiquement. C'est pas la première du genre. Les Américains les connaissent, ces guerres. L'Irak, l'Afghanistan, ce sont ces guerres asymétriques qui sont impossibles à gagner. Et pourquoi? Parce qu'au cœur, il y a l'image. Alors même s'il y a des victoires militaires, même s'il y a des gains territoriaux, même s'il y a des chefs djihadistes qui sont tués, eh bien, finalement, concrètement, l'image qu'il en ressort, c'est cette junte militaire, c'est ce double coup d'État. Et c'est finalement cette France avec deux choses. D'abord, les images anti-françaises qui peuvent être catastrophiques dans ce cadre électoral. Vous vous rappelez que Biden, sa chute de popularité, il s'en est toujours pas remis de ce qui s'est passé fin août pour lui. Et là, en Afghanistan, oui. En Afghanistan, on parle de l'Afghanistan et des images de Kaboul. On ne peut pas ne pas penser que dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on se dise il faut absolument qu'il n'y ait pas ce type d'image avant les élections. Et puis la deuxième chose, c'est que non seulement il peut y avoir des images anti-françaises, mais il y a aussi des images de dégradation géopolitique, puisque la France est remplacée par des mercenaires russes. Et ces images-là, vous les avez vécues la semaine dernière. C'est cette conférence de presse entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, où ces journalistes posent la question, et deux fois parce que la réponse n'est pas venue, quid des mercenaires russes, qu'est-ce qui se passe? Question posée à Vladimir Poutine, question posée à Emmanuel Macron, et ça fait quand même mauvais genre. Oui. Donc là, vous avez remarqué quand même quelque chose, c'est que dans la communication, il est très important de ne pas être intervenu seul en Afrique, mais il est surtout très important de ne pas faire un retrait seul de ne pas partir seul. De ne pas partir seul et de dire c'est l'Union européenne, c'est le Canada, et on va recomposer nos forces et surtout aussi de se projeter positivement en donnant des éléments de communication dans ce sens. Reste le motif quand même initial de cette intervention, la lutte contre le djihadisme. Est-ce qu'on ne risque pas, Gauthier Rybinski, de faire du Mali un sanctuaire du djihadisme, une base de repli pour ces mouvements qui s'étendent désormais au sud, jusqu'au golfe de Guinée, et en laissant notamment les mains libres à la junte malienne, y compris de négocier avec les djihadistes si elle le souhaite? Si, probablement, et pour deux raisons. La première, c'est ce que vient de dire François Durper, quand on intervient militairement avec l'idée que l'on peut se suffire à soi-même pour créer une nation, ce qu'on appelle le nation building, de deux choses l'une, soit ça marche pas du tout, soit au contraire, pas au contraire, mais c'est la catastrophe. Et là, il n'y a pas de 36 manières d'y échapper. Donc là, ça voulait dire tout simplement que si on voulait arriver à quelque chose, il fallait se donner les moyens. On le fait un peu tardivement avec l'Europe, mais pour répondre à votre question, bien sûr que c'est un moyen pour le djihad de se donner des ailes, puisqu'au fond, on peut très bien imaginer avec la junte un partage des territoires. De toute manière, l'État malien n'a jamais, quel qu'il soit, n'a jamais poussé un peu plus haut qu'un certain parallèle qui le sépare de toute manière de Gao, de Salit, etc. Donc, ça veut dire qu'il peut très bien y avoir une sorte d'accord finalement d'agreement entre le djihad qui, lui, vide les villages. C'est peut-être là qu'on peut s'entendre entre la junte. Ne plus vider les villages pour les djihadistes
ferait en sorte qu'il serait admis par une junte qui, en plus, n'a pas les moyens militaires de combattre ces djihadistes. Donc voilà, il y a les ingrédients, effectivement, le retrait et les ingrédients internes au Mali pour qu'il y ait une sorte d'arrangement et les mains libres, comme vous le disiez, aux djihadistes. La France, en tout cas, a tiré les enseignements du Mali, les réactions d'hostilité d'une partie de la population notamment. Voici comment Emmanuel Macron entrevoit la poursuite de l'engagement français au Sahel. Nous n'avons pas ce sonore, mais Emmanuel Macron qui voilà, évoquait le redéploiement des forces françaises dans la région. Ça vous semble plus raisonnable d'envisager notamment le Niger, François Durper, réaliste, ou bien la France se heurtera tôt ou tard finalement aux mêmes difficultés ailleurs qu'au Mali? Alors comme on n'a pas eu Emmanuel Macron, on peut raconter ce qu'il a dit. Ce qu'il a expliqué, c'est que pas du tout, c'est pas une défaite. Ah, on l'a, pardon, il est avec nous. Désolé François, on va l'écouter. Alors, on m'annonce que le sonore est avec nous. Il s'agit de nous recentrer sur demande de nos partenaires, là où notre contribution est attendue, toujours en soutien et encore davantage intégré, comme nous le sommes au Niger, avec les forces armées de la région. Nous définirons, dans les semaines et mois qui viennent, l'appui que nous apporterons à chacun des pays de la région sur la base des besoins qu'ils auront exprimés. Cet appui pourra inclure de l'aide en matière de formation et d'entraînement, de la fourniture d'équipements, voire un appui à leurs opérations contre le terrorisme. François, pardon de vous avoir interrompu. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose? C'est un peu le cache-sexe du retrait, là. On est en train de dire, non, pas du tout, on ne se retire pas du tout, c'est pas un fiasco, c'est pas un échec même, ça a été dit, Emmanuel Macron a dit, ce n'est pas un échec, c'est juste un redéploiement. C'est quand même un échec de la politique française au Mali. C'est de dire, effectivement, d'abord, on va devoir fermer, 4 à 6 mois pour fermer Gossi, Ménaka et Gao. Ensuite, redéploiement au Niger, notamment, avec une base aérienne qui est déjà une base française, avec 800 soldats français, mais redéploiement vers le Niger. Et ensuite... Avec un meilleur accueil, a priori, en tout cas, si l'on écoute le président Mohamed Bazoum. Oui, et là, c'était important, l'image du président français entouré des 3 présidents africains. Et c'est aussi de se dire, on va avoir une stratégie plus vaste. On reprend, sans le citer, la stratégie finalement de George Kennan, définie, vous savez, le fameux endiguement que les Américains avaient défini contre le communisme. Là, c'est contre le djihadisme. C'est le containment, l'endiguement contre le djihadisme. Pour pas que ce djihadisme pousse vers le golfe de Guinée. Et donc, on va ouvrir de nouveaux partenariats, d'où l'importance de l'image, et renforcer le partenariat avec le Sénégal notamment, avec la Côte d'Ivoire. Et là, c'est très important d'avoir en même temps toutes les interventions de ces chefs d'État, Côte d'Ivoire, Bénin également, et Sénégal, puisqu'il y a eu le discours de Macky Sall aujourd'hui. Donc c'est cette stratégie-là qu'on redéfinit toujours pour dire, voilà, il n'y a pas de retrait, c'est simplement une redéfinition de notre politique dans l'ouest de l'Afrique. Ces partenaires africains qui serrent les rangs aujourd'hui derrière la France, on imagine bien que c'est important, bien sûr. Mais au-delà de la communication, est-ce qu'ils sont aptes demain à lutter, eux, contre le djihadisme, si la France réduit la voilure, ce qui semble être le cas, en tout cas en nombre de soldats? Le problème, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets parfois. Et qu'au fond, si on regarde l'histoire du Mali ou d'autres, qu'est-ce qui a facilité la pénétration du djihadisme et sa progression? C'est bien des effets internes, c'est bien des querelles, des dissensions, des déchirures internes. Et celles-là, elles sont tout autant existantes quand on descend justement en allant vers le golfe de Guinée, parce que vous avez des antécédents qui sont à la fois de confrontation religieuse. Lorsque le chef Touareg... Agrali. Voilà, Agrali avait indiqué qu'il fallait poursuivre le djihad justement vers le golfe de Guinée. Il avait incité les Peuls, par exemple, à se joindre à ce combat en disant finalement vous êtes des soutiens, vous êtes l'âme de l'islam dans cette région, il faut que vous rejoigniez le combat. Et donc à partir de là, si vous voulez, c'est pour ça que je disais les mêmes causes produisant les mêmes effets, la fragilité de ces sociétés-là, du golfe de Guinée,
réclament quelque chose d'autre, si ce n'est dans la méthode, du moins dans le fond, pour agir, plutôt que de reproduire ce qui s'est passé au Mali, par exemple, ou au Burkina Faso. Oui, mais voilà, lorsqu'on veut pacifier, on se fait taxer nation building. Oui, mais avec quand même des particularités locales, nationales très très fortes. On ne peut pas comparer notamment l'islam au Mali et cet islam sénégalais de confrérie extrêmement puissant. Il y a un islam national, vous appartenez à une confrérie. C'est très difficile quand un djihadiste arrive et essaie d'exporter une vision de l'islam, alors que, j'allais dire de manière extrêmement triviale, les gens sont bien dans leur basket et bien dans leur confrérie. Donc ça veut dire que on ne va pas nécessairement avoir d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans ce qui s'est passé au Mali, avec des particularités locales extrêmement spécifiques et historiques entre le nord et le sud du pays. Sauf si certaines déceptions drainent justement ce que vous disiez à l'instant. Quand on est bien dans son islam, par exemple sénégalais, on ne va pas regarder un islam wahhabite. Et puis il y a la question aussi du développement qui est très importante. S'il y a émergence des classes moyennes, si sur le plan économique... Et tout ça, ça fait beaucoup de si finalement. Bien sûr, mais il faut regarder justement l'état de ces sociétés et l'état de développement de ces sociétés, d'où l'enjeu du sommet Union africaine, Union européenne, pour qu'il y ait des milliards d'euros de dépensés dans ce développement, et pour que cette aide au développement de l'Afrique soit une aide au développement intelligente, ça et va pas seulement gouvernementale. Ça va au-delà des mots aujourd'hui, cet effort, l'offre européenne, puisqu'on évoque effectivement des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros. Alors, ça va au-delà des mots. Il ne faudrait pas penser uniquement en termes de... Bien sûr, il faut des milliards d'euros, mais il faut aussi repenser de manière intelligente cette aide au développement. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être strictement gouvernementale. Elle doit intégrer, quand on dit la société civile, ça veut dire qui ? Les organisations non gouvernementales qui connaissent le terrain et qui sont à même concrètement de dire voilà ce qui peut poser problème dans un certain nombre de domaines. Les individus, les familles. C'est ce qu'avait tenté de faire Emmanuel Macron avec le sommet de Montpellier, avec le justement. Sommet où on a intégré la société civile, mais il faut le faire en excluant du coup les chefs d'État. Bien sûr, mais c'est pas seulement 2-3 intellectuels africains. C'est vraiment, par exemple, les familles. C'est pas uniquement, j'allais dire, l'élite de ces sociétés en diaspora. C'est aussi des gens très modestes qui contribuent au développement de leur village, de leur région. Et ça, c'est très important de les intégrer. Est-ce que ces familles-là, elles sont intégrées dans le sommet Union africaine, Union européenne? C'est pas sûr, on les voit pas. Et pourtant, elles contribuent au développement et elles savent exactement où il y a besoin d'ouvrir une école, où il y a besoin de scolariser les enfants, où il y a des problèmes spécifiques de santé, où ils se posent. Ce que font les organisations non gouvernementales et pas forcément les grosses organisations. Non, c'est souvent du microcrédit. Voilà. Et en ce moment, par exemple, vous avez une émergence de petites associations de gens issus de la diaspora, par exemple en France, par exemple en Italie, par exemple en Belgique, qui participent, qui ouvrent une école ici, qui participent à la rentrée scolaire là, qui participent à la mise en place d'un dispensaire dans telle région. Parce que les parents, souvent d'ailleurs d'enfants français, qui ne connaissent pas nécessairement très très bien le pays d'origine de leurs parents, mais qui ont envie de s'investir. Ces gens-là doivent faire partie de la stratégie de partenariat mise en place par l'Union européenne en Afrique. On est loin des mécanismes effectivement interétatiques qui posent aussi d'ailleurs la question de la conditionnalité que pose l'Europe à un certain nombre d'aides. Ce n'est pas le cas, on le sait, de la Chine et de la Russie, beaucoup moins regardante. Quand on voit même Wagner qui assure aujourd'hui une assurance vie à un certain nombre de régimes, à commencer par le Mali, est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça fasse tache d'huile en Afrique de l'Ouest, là aussi au détriment de la France et des Européens, peut-être plus regardants? Oui, plus regardant. En même temps, si vous prenez le Nigeria, l'Europe n'est pas très méchante avec le Nigeria parce qu'il y a du pétrole. Là, on est, si vous voulez, on est dans deux extrêmes. Le premier extrême, c'était de dire, effectivement, l'action militaire pure et simple n'aboutit à pas grand-chose. Mais quand on prend la question du côté européen en disant la conditionnalité, donc qui dirige les fonds en fonction de la vertu démocratique des gouvernements. Si on reste uniquement dans le domaine civil, c'est pareil, on aboutit à pas grand-chose, parce qu'une junte au pouvoir, même si vous apportez les vertus justement du microcrédit, de l'aide locale, si la junte qui est au pouvoir est capable de capter un certain nombre de fonds ou de continuer à s'enrichir par la contrebande, votre bonne volonté, elle fond comme neige au soleil, il n'y en a pas beaucoup, mais comme véritablement, elle est étouffée par les menées politiques. Ça veut dire qu'une aide, quelle qu'elle soit, elle est à la fois, je ne vais pas dire à tous les coups, mais en théorie militaire, avec du civil et un programme civil
qui correspondent à la conditionnalité. En tout cas, il y a besoin d'un état de droit et d'un climat des affaires, entre guillemets, pour pouvoir aider directement. Parce que, y compris s'il n'y a pas cet état de droit, on en revient au cas de figure que signalait tout à l'heure François Durper à propos du Sénégal. Si les choses se passent bien avec l'islam sénégalais, c'est parce qu'il y a un relatif bien-être de la part des musulmans au Sénégal. S'ils sont frustrés un jour par un État qui soit vicieusement gouvernant, à ce moment-là, il y a des chances qu'ils se jettent dans une autre formule. Donc, les deux, effectivement, sont complémentaires. Merci Gauthier, merci également à vous François Durper, c'est la fin d'On va plus loin.